12 janvier 2010, la terre d'Haïti a tremblé. Bilan, plus de 300 000 morts, près de 400 000 blessés, plus de 1,3 million de sans-abri. Destruction massive d'infrastructures. Il en résulte une crise humanitaire profonde. Et les conséquences sont durables. Elles ne sont pas que matérielles. Elles affectent également la vulnérabilité psychologique du peuple, mais en même temps, elles révèlent sa force de résilience. À l'occasion du 16e anniversaire de ce séisme ravageur, je vous propose un coup d'œil sur une étude qui explore les plaies psychologiques que laisse cet événement traumatique sur ceux et celles qui l'ont vécu. L'étude dont il est question est Narration du sensible, récit post-traumatique de survivants du séisme du 12 janvier 2010. Une étude réalisée par Jeff Cadichon, docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. Plutôt qu'une présentation en solo, comme à mon habitude, je m'en vais rencontrer Jeff Cadichon pour un échange autour de son ouvrage. Bonjour Jeff, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as réalisé l'une des rares études sur le séisme du 12 janvier 2010 où l'accent est véritablement mis sur l'aspect psychologique, on va dire, sur l'aspect psychique des survivants. En général, par rapport au séisme, on évoque surtout la vulnérabilité environnementale d'Haïti. Dans ton travail, tu ne nies pas cette forme de vulnérabilité. Par contre, ton intérêt, comme je le dis, porte surtout sur la vulnérabilité psychologique. C'est un concept central même dans ton étude. Et je pense même que ce concept, il est tellement central qu'il est même l'une des principales portes d'entrée à ta problématique. C'est-à-dire que c'est l'un des principaux concepts à partir desquels on peut cerner ta problématique. Cela dit, on va commencer par voir comment tu présentes cette notion de vulnérabilité psychologique. Donc, comment tu définis, Jeff, la notion de vulnérabilité psychologique dans ton travail, mais surtout, je voudrais voir avec toi comment elle nourrit toute ta problématique de recherche. Bonjour Rancy, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là et puis félicitations pour ton podcast. Merci. Comme tu l'as si bien dit, le 12 janvier 2010, donc ce séisme qui a frappé Haïti ce jour-là, donc a laissé beaucoup de traces. Donc, ça a été un événement dévastateur, mais on a tendance à mettre l'accent sur, bien sûr, les dégâts matériels. Jusqu'à aujourd'hui, la reconstruction physique reste un défi majeur. Mais dans mon travail, dans ma thèse de doctorat, je voulais surtout mettre l'accent sur le défi de la reconstruction psychique, donc qui est c'est aussi très très important. Donc, ce qu'il faut dire, si on regarde la problématique ou bien abordée dans cette thèse, c'est que les séismes, comme celui du tremblement de terre comme celui de 2010 en Haïti, ça laisse des traumatismes profonds au-delà des dégâts matériels. Donc, il y a ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique ou encore la dépression, l'anxiété et aussi d'autres problèmes physiques qui sont assez connus comme les maladies cardiovasculaires ou encore d'autres maladies. Donc, eh bien, ces troubles-là sont des conséquences qui peuvent aussi surgir des années après. Donc, ce qui est encore plus alarmant dans le cas d'Haïti, c'est que la santé mentale n'a pas été prise en compte ni par l'État ni par les organisations humanitaires. C'est vrai qu'il y a eu quelques ONG qui, je l'ai mentionné dans mon livre Narration du sensible, qui ont réalisé certaines choses en Haïti, mais ces initiatives ont abouti au meilleur comme au pire. Donc, il n'y a pas eu forcément une forme d'organisation de l'aide humanitaire en Haïti. Donc, voilà. Et pour comprendre l'enjeu, c'est que, surtout sur le plan gouvernemental ou bien comment l'aide a été administrée et gérée, par exemple, la mémoire collective dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, la mémoire collective n'a pas été construite en quelque sorte. Donc, et ça a aggravé l'ampleur de la catastrophe. C'est vrai que les ONG étaient présentes, donc
certaines, certaines organisations ont aidé dans la mesure du possible, mais il y a certains éléments clés qui ont été relégués au second plan. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà signalé avant même 2010 qu'il y avait un manque de structure en santé mentale, donc un problème qui s'est intensifié après le séisme, mais jusqu'à aujourd'hui, on va voir que le budget de la santé en général reste en dessous de 10% et le budget de la Ouais, santé mentale le budget de la santé mentale au sein du budget de la santé, c'est environ 1,5% ou moins de 2%. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voulais dire en termes de problématique, c'est que les catastrophes naturelles ont des conséquences psychologiques importantes sur les personnes. ouais. Et encore, on a tendance à se dire le temps va effacer les traces traumatiques, mais ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs études l'ont mis en évidence, beaucoup d'années après, les symptômes sont encore là. Les symptômes, d'ailleurs, varient fortement, allant de 10% jusqu'à près de 75% au sein des survivants. Et dans le cas d'Haïti, des études réalisées 2 mois environ, même 2 mois après, jusqu'à 2 ans et demi après, ont mis en évidence une forte prévalence de troubles de stress post-traumatique. Ouais. Et même que très peu d'études ont été réalisées, ont examiné les effets des catastrophes sur le long terme, c'est-à-dire les conséquences au long cours. Donc, il est important pour nous d'essayer de regarder est-ce que beaucoup d'années après, quand on a été sur le terrain, c'était plus de 6 ans après, est-ce que les symptômes persistaient à ce moment-là? Donc, voilà, par exemple, les rares études réalisées dans d'autres contextes, comme par exemple en Chine en 2008, après le tremblement de terre de Wenchuan, donc plus de 6 ans après, ça a montré qu'il y a eu des conséquences post-traumatiques qui persistaient donc, plus de 6 ans après. Pareil pour une étude réalisée en Arménie après le tremblement de terre de Spitak, donc, qui a eu lieu en 1988. Donc, on s'est dit, et dans le cas d'Haïti, ça serait intéressant d'aller regarder beaucoup d'années après, c'est quoi la vulnérabilité psychologique chez les survivants. Et Mhm. pour ce faire, on a regardé les études réalisées avant nous, c'est-à-dire entre 2 et 4 mois après le séisme du 12 janvier 2010, il y a une étude qui a été réalisée par CERDA et d'autres collaborateurs. Ça avait déjà mis en évidence une prévalence de troubles de stress post-traumatique de 24,6%. Docteur Judith Blanc, qui est actuellement à l'université de University of Miami, a réalisé 1 an après le tremblement de terre une étude auprès des enfants qui a mis en évidence 59,1% de symptômes sévères de troubles de stress post-traumatique chez ces enfants, chez les enfants évalués. Et 2 ans et demi après, docteur Jude-Marie Sénat et Daniel de Rivoire, le directeur de ma thèse, Ouais. en passant, donc, ont réalisé une étude auprès des enfants et des adolescents survivants du tremblement de terre. Près de 37%, soit 36,93%, présentaient des symptômes sévères. Pour les adultes, c'est 36,75%. Donc, voilà, plus d'un tiers. Donc, ça, c'est jusqu'à 2 ans et demi après. Et c'est là qu'on se dit, donc, on va, dans un premier temps, évaluer les effets traumatiques du tremblement de terre de 2010 chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc, plus de 6 ans et demi après, on se posait pas mal de questions, c'est-à-dire le taux de symptômes de troubles de stress post-traumatique était-il encore élevé? Quels étaient les principaux facteurs de risque associés aux troubles de stress post-traumatique? Quelle était, par exemple, l'association entre les symptômes du trouble de stress post-traumatique et les facteurs sociodémographiques tels Mhm. que l'éducation, etc. Donc, voilà. Pourquoi une catégorie aussi jeune? Parce que les 15-24 ans, constituait la catégorie la plus durement touchée et par le tremblement de terre, tant par les pertes en vie humaine que par les conditions de vie alarmantes qui ont suivi le tremblement de terre de 2010. Donc, on voulait comprendre aussi les perspectives d'avenir des adolescents et jeunes adultes survivants. Donc, il était donc essentiel pour nous d'explorer aussi la notion des statuts identitaires, c'est-à-dire comment ils vont se développer, comment ils vont se projeter. Donc, et voilà. Et cette notion de vulnérabilité qu'on a évoquée, ça se traduit, euh, c'est-à-dire à travers le vécu traumatique. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'événement traumatique en soi, mais c'est surtout l'impact
que l'événement a eu sur les survivants, c'est Ouais. ce qui va créer cette vulnérabilité. Donc, et le séisme, par exemple, en tant qu'événement traumatique, a provoqué une réaction extrême chez les survivants. Donc, ça va perturber leur mécanisme d'adaptation, un sentiment profond ça va entraîner, occasionner un sentiment profond d'insécurité. Donc, ce sentiment constitue à lui seul une forme de vulnérabilité psychologique. Maintenant, il fallait trouver le concept clé pour étudier cette vulnérabilité-là, et c'est là que la notion de traumatisme va arriver. Et par exemple, moi, j'ai des sensibilités psychodynamiques, c'est-à-dire la psychanalyse, les approches psychanalytiques, et je me suis dit, on va regarder ce que proposent les auteurs sur cette question-là. Et déjà, on va voir que Freud, que beaucoup de gens connaissent, définissait déjà le traumatisme comme une forme d'intrusion d'un corps étranger dans la vie psychique d'un individu et qui va perturber son fonctionnement et les mécanismes de défense que l'individu avait mis en place. Et le tremblement de terre de 2010 va constituer ce corps étranger qui va justement s'introduire, qui va s'engouffrer dans la vie psychique d'un individu, et ça va justement briser toute la barrière psychique, l'enveloppe psychique ou l'enveloppe protectrice, pardon, de la psyché d'un individu. Et c'est pour cela que cette intrusion, quand ça va se passer, et Freud va parler de ce qu'on appelle le par excitation, c'est cette barrière protectrice psychologique. C'est comme si tu étais arrivé chez toi et puis tu découvres que tu t'es fait cambrioler. Donc Mm. voilà, c'est la panique totale. Donc parce que il y a plus de barrière protectrice en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la psyché à ce moment-là. Ouais. Donc c'est ça C'est la vulnérabilité psychologique. ok, c'est très intéressant, mais au-delà de la vulnérabilité psychologique, tu t'intéresses aussi à la résilience. Comment ces jeunes, ils se mettent debout après avoir vécu de tels traumatismes? C'est aussi une variable importante dans ta problématique, la notion de résilience. Tout à fait, parce que assez souvent, on se dit, s'il y a un niveau de vulnérabilité très élevé, donc voilà, on est foutu, il n'y a pas moyen de s'en sortir. On a constaté qu'à travers les études, ben, et la vulnérabilité ne signifie pas forcément une absence de résilience. C'est-à-dire face à la vulnérabilité, face à l'adversité, mais les jeunes ne vont pas systématiquement sombrer, donc ils vont puiser en eux-mêmes et aussi autour d'eux-mêmes des ressources, des mécanismes pour rebondir, pour faire face à cette adversité-là, donc, et pour s'engager dans un processus de résilience. Ici, la résilience, c'est pas un résultat, c'est un processus. C'est cette capacité à mobiliser ces ressources-là, donc pour s'engager dans un processus de développement, mais dans le sens positif. Donc, et afin de pouvoir se projeter dans l'avenir, se reconstruire. Donc, c'est pas une forme de résignation, comme on l'a souvent utilisé maladroitement dans le contexte humanitaire pour Ouais. dire que toutes les gens, ils peuvent encaisser, ils sont résilients. Non, Mhm. non, c'est pas une capacité à prendre des coups, à Ouais, c'est encaisser. comme une instrumentalisation de la notion de résilience. Il y a exactement, c'est une instrumentalisation de la notion de résilience. Donc, et il faut quand même déconstruire cette pensée-là, parce qu'à la base, donc c'est pas la résilience, c'est cette capacité, bien sûr, comme je l'ai dit, à faire face à l'adversité, à s'engager dans un processus de changement. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas comme si on va encaisser des coups et on va continuer à patauger dans la souffrance. Non, on va justement s'engager dans un développement plutôt positif, et puis changer les conditions, quoi, les conditions de vie, si on peut faire référence au contexte d'Haïti. Donc, voilà. Donc, Donc, c'est clair que la construction identitaire, elle est aussi liée au niveau de résilience de la personne en question, hein. Non? oui, tout à fait, tout à fait. OK. On peut, exactement, exactement. C'est pour cela aussi qu'on s'est rendu compte que surtout à cet âge-là, donc Ouais. l'adolescence, et le début de l'âge adulte, et on se construit, on s'approprie certaines valeurs, donc voilà, et ça fait partie du processus de résilience, c'est-à-dire on Mhm. parvient et un sens à notre existence. Donc, et c'est là qu'on s'était dit aussi, on va essayer d'explorer euh,
cette notion-là, donc la construction identitaire, Exactement. et, et évaluer les différentes dimensions de l'identité, c'est-à-dire l'exploration, l'engagement, l'engagement. On peut voir ça tout de suite à travers ta méthodologie. On voit dans ton étude ce qui importe au niveau méthodologique, ce qui importe, c'est surtout l'aspect qualitatif, puisque ton intérêt se porte vraiment sur les récits narratifs, sur les récits, pardon, des survivants, les narratifs des survivants. Mais tu recours quand même à une approche mixte. Donc, tu mobilises également l'aspect quantitatif. Qu'est-ce qui justifie le quantitatif Donc, j'aimerais parler de la méthodologie, l'aspect quantitatif, la population que tu mobilises, l'échantillon en particulier, puis le terrain de recherche. Merci pour cette question. C'était important pour nous de privilégier une approche mixte parce que c'est une méthodologie qui combine bien sûr Mhm, euh, approche quantitative et qualitative et parce que l'approche quantitative, ça permet de mesurer des aspects clairs du phénomène, c'est-à-dire les risques de vulnérabilité psychologique chez les survivants, donc les facteurs de résilience, le développement identitaire. On a utilisé des questionnaires et ça nous a permis de faire des analyses statistiques classiques telles que les moyennes, les indicatives. Ça mhm, permet d'obtenir des données précises. Maintenant, ou encore d'avoir des constantes, si j'ose dire. Mais l'approche qualitative, elle, se concentre sur les spécificités individuelles des participants. Ça nous permet d'analyser des récits de vie, mhm. d'avoir des catégories d'analyse transversale. Cette Ouais. méthode Pour comprendre le sens de l'événement, hein. exactement. Cette méthode va approfondir la compréhension du sujet. Donc, on va considérer, par exemple, des contextes socio-économiques, historiques et culturels. Les questionnaires, on peut les utiliser dans divers contextes, mais c'est-à-dire les questionnaires pour les analyses quantitatives. Maintenant, l'approche qualitative nous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus pointue, beaucoup plus adaptée. Donc, de comprendre ce que tu viens de dire, merci, le sens que les participants attribuent à leur Mhm, expérience. Donc, le but pour nous, c'était de combiner les forces de ces deux approches pour éviter ce qu'on appelle les excès de quantification. C'est-à-dire, euh, parce qu'on on peut utiliser les chiffres comme on veut, c'est-à-dire on peut leur faire dire ce qu'on veut d'une certaine manière. Donc, ouais. mais quand on a une combinaison d'approches, ça permet d'éviter un excès de quantification tout en garantissant bien sûr la fiabilité des résultats. Donc, notre travail s'inscrivait plutôt dans une démarche de méthode mixte parce que ce processus-là donc, permet de répondre aux Et besoins et là approfondis de compréhension, ouais. c'est-à-dire il y a du phénomène étudié. Maintenant, pour revenir au terrain Mhm, euh, de recherche, là, l'échantillon, on a évalué on a retenu 723 participants, donc, et après avoir bien sûr regardé, validé les questionnaires, donc on a eu un échantillon de 723 adolescents et jeunes adultes, donc avec 364 filles et jeunes femmes, donc c'était quasiment à point égal, ouais. et puis âgés de 14 à 24 ans, Qui sont on en a Haïti. et qui sont en Haïti. Donc, c'était important pour nous aussi. Ça nous a permis de comprendre, bien sûr, Mhm, les conséquences ou encore les facteurs de risque internes mhm. inhérents au contexte. C'est-à-dire, les survivants vivaient en Haïti plus de 6 ans après l'événement. Donc, on a évalué les symptômes de stress post-traumatique, le niveau de résilience, l'identité sur le plan quantitatif. Et comme je viens de le souligner, on a eu une phase qualitative qui nous a permis d'analyser des processus narratifs à travers des récits de vie. Donc voilà. J'aimerais qu'on regarde d'abord l'aspect quantitatif, pardon. Et une Mhm. chose fondamentale que révèle l'analyse quantitative justement de cette donnée que tu as collectée, c'est que la prévalence des symptômes des troubles après le séisme, elle est quand même, en tout cas, cette prévalence, elle est quand même importante. Et Elle est donc, très importante. oui, la vulnérabilité psychologique des jeunes, elle est clairement mise à l'épreuve, on va dire, à travers ce séisme, mais en même temps, le résilience est très importante. Oui, et c'est ça en fait, c'est que c'est toute la complexité humaine en fait. Ouais. On n'est pas, c'est pas A ou B, et c'est Mhm. là, c'est toute la portée
scientifique de ce travail, c'est-à-dire on peut avoir tendance dans une démarche assez logique de dire que bon, écoute, s'il y a un niveau de vulnérabilité très élevé, c'est parce qu'il n'y a pas de résilience. Donc, Ouais. ou encore l'inverse, non, la résilience ne signifie pas non plus absence de vulnérabilité. C'est qu'on a observé à travers les résultats que plus d'un tiers des participants, soit 35,10%, présentaient des symptômes élevés de troubles de stress post-traumatique, avec bien sûr une prévalence beaucoup plus élevée chez les filles et jeunes femmes. Donc, c'est un constat commun à travers beaucoup de recherches, même si j'anticipe pour dire qu'on va voir que les filles et les jeunes femmes ne sont pas moins résilientes que les hommes, hein. Donc, voilà. Donc, parce qu'on peut avoir cette tendance-là aussi à dire que bon, les hommes sont plus forts, non, loin de là. Mais les recherches n'ont pas pu démontrer jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui explique cette prévalence beaucoup plus élevée chez les Chez- femmes. Oui, même si j'ai une collègue en laboratoire quand je faisais ma thèse qui proposait cette hypothèse-là, peut-être qu'elle disait c'est peut-être parce que les hommes ont du mal à exprimer leurs émotions, Mhm. sachant qu'on utilise des questionnaires où encore on doit partager notre vécu. Donc les hommes peuvent avoir cette tendance-là à être dans une forme de répression des émotions et une forme de désirabilité sociale parce qu'ils doivent se montrer forts. Donc, il y a aussi ça. Mais pour revenir au résultat, donc plus d'un tiers des participants présentaient des symptômes sévères de troubles de stress post-traumatique plus de 6 ans après, donc après la catastrophe. Et on a constaté qu'il y avait aussi des facteurs de risque liés au contexte haïtien qui étaient aussi présents dans d'autres contextes, comme par exemple le genre, comme je viens de le dire, donc le sexe féminin, le statut socio-économique et le manque de soutien social et aussi d'autres problèmes comme les problèmes familiaux, etc. Mais, comme tu l'as si bien mentionné, parallèlement, les résultats révèlent que 64,4% des participants ont des scores de résilience Mhm. allant de moyennement élevés à très élevés. C'est-à-dire quand on combine les scores donc de résilience moyennement élevée jusqu'à très élevée, on voit et quasiment 65% de la population présentait un niveau de résilience et assez conséquent en fait. Ouais. Donc, Ouais. et ça voudrait dire que donc, plus de 6 ans après le tremblement de terre, les jeunes adultes et les adolescents haïtiens ont pu trouver des ressources psychologiques, Ouais. sociales et culturelles aussi qui leur ont permis de rebondir et de se reconstruire, même si, comme je viens de le dire, cela ne signifie pas une absence de vulnérabilité et psychologique. Ouais. Maintenant, après, on va y revenir. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de défaillance au niveau des familles par rapport après la catastrophe, mais on a constaté cette résilience, surtout dans la phase qualitative. Donc, on a été caractérisé par un élément clé, c'est l'école. C'est l'école. Oui, c'est L'école. justement, c'est là que Mhm, j'allais arriver. On peut voir rapidement l'aspect qualitatif. Tu as présenté plusieurs cas cliniques que tu as analysés. On peut par exemple voir le cas de Tony. Je vais donner un peu de lecture, un extrait. Je peux lire un mhm. extrait. Tu écris à la page 144, Tony pense que le fait d'avoir vu mourir autant de gens pourrait susciter chez les Haïtiens de l'indifférence et de la méchanceté pouvant conduire à des actes criminels, parce que la façon dont il voit mourir des gens, c'est devenu une plaisanterie. Page 145, le séisme a de lourdes conséquences financières sur sa famille. Élève assidu et très appliqué, il a toutefois redoublé une classe après le tremblement de terre parce que durant plusieurs mois, il n'était pas autorisé à suivre les cours à l'école privée où il était inscrit car ses parents ne pouvaient pas payer ses frais de scolarité. Toutefois, et c'est là le plus important, toutefois, il n'a pas abdiqué jusqu'à ce qu'il atteigne la terminale. L'école occupe une place primordiale dans la vie de Tony. J'ai envie de croire que, j'ai envie, en tout cas, suivant cette analyse, on pourrait dire que l'école serait une espèce de béquille grâce à laquelle un individu comme Tony peut faire preuve de résilience. Tout à fait, tout à fait. C'est un pôle d'étayage. Donc,
pour se projeter dans l'avenir et surtout quand il n'y a pas de sens et on a besoin de donner du sens à notre existence. Donc, l'école, dans le contexte haïtien, ça va être un pilier. Donc, et c'est important de le comprendre. Au-delà même des structures établies, c'est-à-dire des conditions de scolarisation, si j'ose dire, parce que certaines fois, donc, les bâtiments ne sont pas adaptés, mais c'est surtout le sens, en fait. C'est la représentation de l'école même. C'est-à-dire, moi je suis né en Haïti, donc j'ai Mhm. grandi en Haïti, je le sais, c'est-à-dire, euh, j'ai des origines très modestes, donc je suis né à Port-de-Paix, dans le nord-ouest d'Haïti, dans une famille modeste, mais j'ai grandi avec cette idée-là, si tu veux réussir dans la vie, c'est l'école. Donc, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Donc, voilà. Et tu vois, quand tu as ça dans la Mhm. tête, tu te dis, peu importe ce qui se passe, en fait, tu vas t'accrocher à l'école. Donc, et ça te permet de te projeter dans l'avenir. Ça te permet de donner du sens à ton existence. Et on a observé et cet élément-là, donc à travers quasiment tous les récits narratifs, en fait, c'est pas que Tony. Donc Mhm. c'est pour cela que donc on va voir que c'est comme une catégorie d'analyse transversale. Donc cette prédominance de l'école à travers pour quand on regarde la résilience des survivants, notamment des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes. Ce qui arrive dans le cas de Tony, je voudrais souligner ceci, c'est que ça nous permet de comprendre la différence qu'il y a, je pense qu'on n'a pas évoqué, entre événements Oui, traumatiques désolé, et événement traumato- trop, ouais. et traumatogène, c'est que Tony, physiquement, il n'a pas été affecté. C'est-à-dire, l'événement traumatogène, c'est le caractère factuel de l'événement. Quand on parle d'événement traumatogène, c'est-à-dire, c'est comme un produit qui est cancérigène. Donc, il n'y a pas de cancer avéré, mais on sait qu'il y a risque. Donc, quand on s'intéresse au caractère factuel, ça va être l'événement traumatogène. Mais quand Mhm. on va faire référence à la survenue du psychotraumatisme, c'est le caractère traumatique de l'événement. Donc, dans le cas de Tony, par exemple, eh ben, Tony n'a pas été affecté physiquement, mais sauf que quand il décrit ce qu'il a vu, donc c'est là qu'on comprend ce que nous proposent certains auteurs comme Le Bigot, c'est que la vue des cadavres, la vue des décombres. Donc, ces auteurs nous disent que la vue, c'est la porte d'entrée du traumatisme psychique. C'est là qu'il va y avoir une sorte de euh, euh, une sorte d'absence de barrière protectrice pour Tony. Mais comme tu l'as si bien mentionné, il va y avoir des problèmes financiers. Mais malgré ces bouleversements, c'est l'école qui va s'imposer comme un élément central de résilience Mhm. pour. C'est-à-dire, Oui, il ouais. va investir l'école. Et à travers son investissement scolaire, c'est là qu'il va trouver une forme un moyen de réparer le passé d'une certaine manière, de se projeter dans un avenir différent. Donc, l'école, comme tu viens de le dire, c'est comme une forme de béquille ou encore une forme de Mhm. levier psychologique, un espace où Tony va redonner un sens à sa vie, va se reconstruire ou encore va reconstruire, va remodeler son identité. Donc, tout en honorant, bien sûr, les sacrifices de ses parents. C'est-à-dire, pour nous, sur le plan culturel, il faut le comprendre. Donc, on sait que les parents, donc, on doit se montrer reconnaissant. Et tout au long du récit narratif de Tony, il n'oublie pas, en fait, cet aspect-là. Donc, voilà. Et au-delà de l'école, il y a aussi une autre variable qui est transversale dans tous les narratifs, c'est l'idée de Dieu. Dieu aurait également, Dieu en tout cas aurait permis de donner de sens à l'événement Exactement. chez les jeunes qui ont vécu le séisme. C'est Ça un m'étonne élément. pas trop. Oui, si tu connais le contexte Haïtien. culturel, exactement, donc Oui. haïtien, donc c'est normal. Maintenant, ce faut comprendre, c'est que ces jeunes-là, donc dans leur récit, ils vont souligner, mais vraiment quasiment tout le monde, hein, ils vont Mhm. souligner l'importance de Dieu comme facteur essentiel pour attribuer un sens aussi à l'événement. C'est-à-dire, quand
il y a une sorte de bouleversement de l'ordre psychique établi chez l'individu. Quand il n'y a plus de barrières protectrices, il n'y a plus d'enveloppe protectrice, à un moment donné, quand on ne comprend pas ce qui se passe, surtout sur le plan psychologique, on est débordé. Donc, pour pouvoir avancer, il faut donner un sens à ce qui se passe. Ouais, Ben, on va puiser dans la foi. Donc, là, on est dans une démarche explicative, hein, on n'est pas dans le jugement. Donc, ouais, bien sûr. et c'est pour cela qu'en clinique, le travail du psychologue à ce moment-là, ce n'est pas de dire à la personne, non, tu te trompes, le tremblement de terre, c'est voilà, c'est les plaques tectoniques, c'est les failles, etc. Donc, non, on n'est pas dans cette démarche-là parce que la personne veut trouver un sens et on va voir par la suite, même en clinique, que ce sens peut évoluer quelques années après, mais sur le moment, il faut comprendre ce qui se passe pour avancer. Il faut pouvoir attribuer un sens. Et c'est là que on va voir l'importance de Dieu comme facteur essentiel pour attribuer ce sens-là à l'événement. Donc, beaucoup de participants vont exprimer que l'acceptation même du séisme c'est à partir de leur foi. C'est-à-dire, ils vont se dire que, bon, si c'est arrivé comme ça, Dieu l'a voulu, l'a décidé ainsi. Donc, Ouais, et il faut se le rappeler. Donc, comme tu viens de le dire, la religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne en Haïti. Donc, ça influence les croyances personnelles, même les normes sociales ou encore les pratiques communautaires. Donc, voilà. Donc, et c'est pour cela que les gens ouais. vont C'est, considérer, bien sûr, Dieu comme celui qui a décidé, Mhm. de de ce qui se passait après, de ce qui se passait avant et après le tremblement de terre. Et ça leur a permis de pouvoir se projeter dans le futur. Donc, cette réactivation des croyances religieuses, donc ça a permis à beaucoup de jeunes, beaucoup de survivants, de donner du sens à ce qui était incompréhensible, en fait, et de pouvoir se reconstruire. Donc, ils vont puiser dans leur foi une forme d'appui pour affronter les conséquences du traumatisme. Sur le moment, il faut comprendre que c'est très salvateur. Donc, c'est même pas biblique. C'est sur le plan, sur le plan Mhm. clinique, c'est très salvateur. Donc, Donc, du coup, de on ne peut pouvoir- pas lui enlever ça, on ne peut pas être dans le jugement, on peut justement, comme tu dis, chercher à comprendre de préférence. Exactement, tout à fait, Ouais. tout à fait. Jeff, c'est vraiment très, très intéressant. J'espère qu'on peut avoir une autre occasion où Je c'est une idée que l'espère. j'ai, une occasion où on peut avoir un dialogue, par exemple, entre toi et un autre chercheur qui a également étudié cet aspect psychologique par rapport au séisme du 12 janvier 2010. Donc, faire ce dialogue pour voir est-ce qu'il y a on va dire, de différences dans les perspectives, dans les regards qu'on porte Oui, sur, je voudrais bien, par exemple, je peux citer les travaux de recherche de Stephen Louis, docteur Stephen Louis, ouais, qui a pourquoi pas, c'est un ami en commun. oui, oui. Et surtout, il a évalué la vulnérabilité psychologique des gens qui ont quitté Haïti, c'est-à-dire dans OK, un contexte extérieur. Ça serait intéressant de regarder de croiser les perspectives ou encore les exactement. compréhensions. Et ça nous aurait permis, ou bien ça nous permettra, si je veux dire, d'avoir une compréhension assez aboutie des conséquences Exactement. du séisme, donc dans différents contextes. Ouais. Mais Jeff, sinon, je te remercie beaucoup d'avoir mis ce temps pour discuter avec moi autour de ton naufrage. Écoute, c'est un plaisir, Nancy. Merci pour cette opportunité. Et puis, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler aux gens que, bien sûr, la recherche est d'une très grande importance, donc, pour comprendre les réalités, surtout dans le contexte haïtien. Donc, et c'est important de privilégier les travaux de recherche et puis ça permettra aussi de mettre en place des politiques publiques ou encore des programmes d'intervention adaptés au contexte, aux différents contextes étudiés. Donc voilà. Et dans le cadre de mon travail, malgré les limites de notre travail, comme les limites de toute recherche d'ailleurs, donc Bien sûr.
C'est un travail qui nous a aussi permis de comprendre que les politiques publiques doivent s'appuyer sur une approche plutôt systémique qui va intégrer les sphères familiales, scolaires et sociales afin de créer bien sûr des changements durables et aider les survivants à surmonter les traumatismes. Donc voilà. Merci Nancy et puis bonne continuation. Merci beaucoup, Jeff.